Pour ce deuxième chapitre, qui est intitulé Les milieux glaciaires et périglaciaires, on commence tout d'abord par définir qu'est-ce qu'un glacier, ou bien qu'est-ce qu'un milieu glaciaire. Un glacier, comme son nom l'indique, est une masse de glace plus ou moins étendue qui se forme par le tassement des couches de neige accumulées. Ce qui veut dire, on a des couches de neige, on a la première épisode ou bien la première couche de neige qui s'accumule et on va avoir plus tard une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche et donc toutes ces couches-là seront entassées l'une sur l'autre et par la suite elles vont donner une accumulation de neige qu'on appelle un glacier. Donc, ces couches-là, ou bien les couches inférieures, les premières couches qui se sont déposées, ces couches-là seront écrasées par le poids des couches supérieures et par la suite, la neige va chasser, va expulser l'air qu'elle contient. Elles vont donc, c'est-à-dire les couches, après avoir expulsé l'air, elles vont donc se souder, se compacter et se transformer en glace. Par exemple, on a ici un milieu glaciaire, ou bien un milieu glaciaire, un glacier, un autre milieu glaciaire, un autre milieu glaciaire, un quatrième milieu glaciaire, un cinquième milieu glaciaire. Et on voit que tous ces milieux-là, ils présentent différentes formes, bien évidemment, suite à l'action de l'eau de mer. Cette eau de mer qui est naturellement plus chaude que les glaciers, elle participe à la dissolution des glaces, entre parenthèses, c'est comme une érosion. Elle participe à la dissolution des eaux de glace et donne donc ces figures-là, ces sculptures ou bien ces schémas, ces dessins qu'on voit au niveau de ces glaciers. Et on a par exemple ici cette photo-là que je viens de mettre, la photo supérieure, ce n'est pas un glacier, ce n'est pas un glacier, ce n'est pas un milieu glaciaire, ce sont juste des photos que j'ai prises. La première c'est du Jebel Habri, donc de la région d'Ifrane, à côté, pas loin de Michlifen, et la photo de haut à droite, c'est la photo prise à Jebel Okeimden, dans le Haut-Atlas, dans la région de Marrakech. Donc dans les deux dernières photos, on ne parle pas de glacier, on ne parle pas de milieu glaciaire parce que ce sont juste des dépôts de neige et que ce dépôt de neige vont fondre, vont disparaître après le réchauffement vers le mois de juin-juillet, donc ils vont disparaître et ce n'est qu'à partir de l'hiver prochain qu'on va avoir des chutes de neige. Donc il n'y a pas d'accumulation de couches de neige sur d'autres couches de neige. Pour cette raison-là, on ne va pas parler de glaciers ou bien du milieu glaciaire au Maroc, mais c'est juste des zones de neige ou bien des montagnes qui contiennent la neige. Le glacier, je répète, ou bien un milieu glaciaire, c'est un milieu dans lequel on a des dépôts de couches de neige année après année. Donc, comment se forment les milieux glaciers ou bien comment se forme la glace? Tout simplement, on doit avoir une chute de température inférieure à zéro et par la suite, les précipitations qu'on va recevoir, ce sont des précipitations solides qui peuvent être donc sous forme de neige ou bien de neige tout simplement ou bien sous forme de grêle. Donc, la neige va se transformer en glace par l'accumulation de plusieurs couches de neige et donc les couches inférieures vont se compacter et donc seront transformées en glace. Par exemple, dans cette figure-là, on voit le schéma à l'intérieur, c'est un nuage dans lequel on a donc l'évolution des éléments qui vont précipiter par la suite. Il faut faire attention à cette figure, c'est qu'à droite, on a un gradient de température et on voit que le gradient de température il augmente vers le bas. Tout simplement, donc, parce que lorsqu'on monte en altitude, on va sentir le froid. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on va, par exemple, à Fès à Ifrane. On va sentir le froid parce qu'on remonte en altitude. Donc, la température plus chaude, c'est vers les basses altitudes. C'est lorsqu'on s'approche du sol. Du coup, lorsqu'on voit que la disposition de ce nuage par rapport au gradient de température, on voit que tout le nuage se trouve à température négative, inférieure à 0. Donc, tout le processus qui va se faire ou bien qui va se passer à l'intérieur du nuage sera fait à l'état solide. On ne va pas avoir vraiment de l'état liquide
parce que ce qu'on va engendrer par la suite, ce que va tomber, ce n'est pas la pluie, mais c'est ce qu'on appelle la grêle, de brûler. Et ce grêle-là, il est formé par des grains qui portent le nom de grêlons. Donc vous voyez, on a des gouttes de pluie, plus ça remonte en altitude, plus à l'intérieur du nuage bien évidemment, plus ça remonte en altitude, plus ils montent vers les hauteurs, plus ils vont se transformer. Donc on a une goutte qui va se transformer en cristal de glace et par la suite, ça va chuter sous forme de grêlon. Donc lorsqu'on a tout le nuage se trouve à une température négative, on va donc avoir précipitation du solide. C'est-à-dire ce n'est pas le liquide qui va précipiter, mais c'est du solide, que ce soit la neige ou bien de la grêle. Dans ce deuxième schéma-là, vous voyez, on a le gradient de température montre que là, tout le nuage se trouve à température supérieure à 0. Et donc, on ne va pas avoir à l'intérieur de ce nuage aucune étape d'éléments solides. Et du coup, on va recevoir des précipitations liquides. Et ces précipitations-là, qui sont formées à partir d'un nuage dans lequel à aucun moment le nuage n'a été à température négative. Donc, ces précipitations vont porter le nom de précipitations chaudes. Ici, regardez, c'est une image intermédiaire. On va voir que le zéro, c'est-à-dire le passage de température négative à température positive, le zéro se trouve à l'intérieur de ce nuage. Donc, la partie du nuage qui se trouve à température négative, on va voir des particules de glace, on peut avoir des cristaux de glace, mais lorsque ces cristaux de glace chutent pour tomber à la surface du sol, lorsqu'ils chutent, ils vont traverser le zéro et par la suite ils vont fusionner et dans ce cas on va recevoir de la pluie, c'est-à-dire du liquide, du précipitation liquide, mais ces liquides-là, cette pluie, elle est très froide. Pourquoi très froide? Parce qu'elle provient d'un nuage qui était à un certain moment de son évolution formé par des cristaux de glace. Et c'est juste pour rappeler que lorsqu'on a tout le nuage à température négative, on va recevoir donc une précipitation solide. Et c'est cette précipitation solide qui va par la suite se transformer par la succession des épisodes de précipitation. Elle va se transformer donc pour donner un glace. Et c'est ce glace-là qui va constituer par la suite le glacier ou bien le milieu glaciaire. Donc, un milieu glaciaire ou bien un glacier est constitué généralement de 3 zones. Donc, la première zone, c'est la zone d'accumulation. C'est quoi la zone d'accumulation? C'est la partie dans laquelle on va avoir un apport de précipitation en neige, c'est-à-dire dans laquelle on a toujours la neige qui tombe. C'est l'accumulation, c'est la zone d'alimentation, ou bien c'est la zone de l'apport en neige. Donc cette zone-là, normalement c'est la zone importante parce que c'est dans cette zone-là dans laquelle on va avoir l'apport de plus en plus de neige. La deuxième partie, la deuxième zone d'un glacier, c'est ce qu'on appelle la zone de transport. Donc c'est la zone dans laquelle on va avoir une fonte de neige très limitée. On ne doit pas avoir une fonte très grande parce que si on a une fonte très grande, fonte ça provient du verbe fondre, dawaban. Si on a dans cette zone une fonte très importante, le glacier va disparaître. Donc c'est une zone dans laquelle on a une fonte très limitée et dans laquelle on a le glacier, il est encore plus épais. C'est-à-dire très épais, donc l'érosion glaciaire est de son maximum. Autre chose, la dernière zone, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la zone d'ablation. C'est la partie du glacier dans laquelle on doit avoir une fonte très importante. Qui dit fonte très importante, cela veut dire qu'on va donc tendre à la disparition de la glace ou bien disparition
du glacier. Donc juste je veux revenir sur la zone de transport. On a dit que l'érosion glaciaire était à son maximum pourquoi à son maximum? Parce que c'est la zone dans laquelle on va avoir le déplacement d'un glacier. Donc, qui dit déplacement d'un glacier, c'est un grand bloc qui se déplace à la surface du substratum, à la surface du sol. Donc, lorsqu'il se déplace, il va éroder une grande partie du substratum sur lequel il se déplace. Donc, il va arracher des morceaux de roches, des morceaux du sol, et ces morceaux-là, ils seront transportés avec lui. Et lorsque ces éléments-là vont aller dans la zone d'ablation, la neige va disparaître et par la suite, les sédiments vont se déposer. Pourquoi on va assister donc à la zone d'ablation? Tout simplement parce que vous connaissez qu'actuellement on parle souvent des changements climatiques, donc on parle de l'élévation de la température, ce qui pousse à ce qu'un certain nombre de glaciers, que ce soit dans l'hémisphère nord, dans le pôle nord, ou bien le nord du Canada, le nord de l'Europe, le nord de l'Asie, ou bien dans le pôle sud, on va avoir une fonte de glaciers. Et cette fonte de glaciers, bien évidemment, les chercheurs l'attribuent au changement climatique, qui veut dire, ou bien qui est répercuté, ou bien qui se manifeste par une augmentation de la température de l'atmosphère. Et juste, j'ai voulu mettre cette courbe-là qui montre que entre 1993 et 2003, on a une fonte de neige de l'ordre de 0,8 mm par an. Entre 2003 et 2009, c'est 1 mm,2 de glace perdue ou bien de glace fondue. Donc, si on continue dans la même structure, au bout bien évidemment d'un certain nombre d'années qui arrivent, on va voir une disparition de grandes parties des glaciers. Et lorsqu'on a la fonte de ces glaciers, il faut s'attendre donc à l'augmentation du niveau marin. Et qui dit augmentation du niveau marin, on va avoir la disparition de grandes villes, de grandes parties des continents, surtout les pays insulaires comme les Maldives, si vous voulez, ou comme par exemple les Seychelles, ou bien comme la plupart des pays que se trouvent dans la mer des Caraïbes, et aussi la Hollande, ce qu'on appelle les terres basses. Donc ce sont les régions du monde qui seront donc les premiers qui vont bien évidemment souffrir, ou bien dans lesquels on va avoir la répercussion, ou bien la trace de cette augmentation du niveau de la mer. La ligne d'équilibre d'un glacier, donc c'est la zone dans laquelle, ou bien c'est la zone qui sépare la zone où on a le bilan de masse accidentaire, c'est-à-dire la zone d'accumulation, et la zone dans laquelle on a un bilan de masse déficitaire, c'est-à-dire la zone d'ablation. Cette ligne d'équilibre est matérialisée, ou bien elle est représentée durant les mois chauds par la limite entre la neige persistante, c'est-à-dire la neige qui existe toujours, et la neige bien évidemment apparente, qui n'est que par un certain moment, ou bien la neige, ou bien si vous voulez, la neige temporaire. La ligne d'équilibre est utilisée bien évidemment pour marquer ou pour bien situer la zone d'accumulation d'un glacier. Ces trois zones qu'on vient de mentionner, que ce soit la zone d'accumulation, la zone d'équilibre et la zone d'ablation, ces trois secteurs sont très variables en taille, voire absentes sur certains glaciers, c'est-à-dire c'est pas toujours le cas qu'on va avoir les trois domaines, surtout par les trois zones, surtout par exemple lorsqu'on est dans une région très froide, on peut trouver, par exemple, on n'a que juste la zone d'accumulation. Par contre, dans une zone dans laquelle on peut avoir une augmentation de la température, notamment suivant l'effet de changement climatique, on peut avoir que la zone d'ablation, ainsi de suite. Donc ces trois zones ne sont pas toujours existantes, ne sont pas toujours présentes dans tous les milieux, bien évidemment, glaciaires. Donc c'est juste la figure qui montre la zone d'accumulation à gauche, la zone d'ablation à droite. Je répète, la zone d'accumulation, c'est la zone la zone dans laquelle on a toujours la neige qui se rajoute. C'est en anglais new snow added. C'est la zone dans laquelle on a toujours l'apport en neige. Et la zone d'ablation, donc, c'est la zone dans laquelle on a une perte de neige ou bien une fonte de neige.
Et bien évidemment, entre les deux, on a donc ce qu'on appelle le point ou bien la ligne d'équilibre. À l'échelle de globe, on a deux grandes zones d'accumulation de glace qui sont tout d'abord les régions polaires. Vous connaissez que les régions polaires sont des régions qui sont remplies ou bien qui sont faites de glace. Donc ce sont les milieux glaciaires par excellence. Et par la suite, on a les zones de haute altitude. Les zones de haute altitude, ce sont les zones de montagne qui sont situées à une altitude très grande et dans laquelle la neige tombée cette année va rester jusqu'à l'année prochaine et ainsi de suite. Et ces neiges-là vont s'accumuler, vont s'entasser et donc vont devenir plus tard compactes pour donner bien évidemment un milieu glaciaire ou bien un glacier. On aura conséquemment deux grands groupes. Donc les deux grands groupes de glaciers, ce sont les calottes polaires, c'est-à-dire les couches de glace qui se trouvent dans les régions polaires, et on a les glaciers alpins, ce sont les couches glaciers de glace qui sont formées dans les régions de haute altitude, notamment d'autres montagnes, notamment dans les montagnes qui présentent une altitude très grande. Par exemple, la montagne Kilimandjaro qui se trouve dans la frontière entre la Tanzanie et le Kenya en Afrique. Donc vraiment, c'est en Afrique. Et on a l'impression que l'Afrique est très chaude. Mais c'est pas vrai parce que cette montagne elle se trouve à une altitude qui dépasse les 5000 mètres. Donc la neige qui est au sommet, c'est une neige qui persiste et qui perdure, qui reste une éternité si vous voulez. Et bien évidemment, puisque les neiges qui tombent cette année restent jusqu'à l'année prochaine et ainsi de suite, cette neige-là, dans le Kilimandjaro, elle est transformée bien évidemment en glacé, chose qu'on n'a pas au Maroc. On a des hautes montagnes qui dépassent les 4000 mètres. Exemple, le Toukal, qui se trouve dans le Atlas de Marrakech. Mais la neige qu'on a cette année ne va pas rester jusqu'à l'année prochaine. Elle va fondre, elle va disparaître. Pour cette raison-là, on ne va pas parler de glacier au Maroc. Donc, la calotte polaire, elle est connue aussi sous le nom de Inland 6. Inland, c'est à l'intérieur, si vous voulez. Inland, à l'intérieur. Et Is, c'est la glace. Donc, ce sont les glaces qui se trouvent à l'intérieur du pays. Je répète, une calotte polaire porte le nom aussi de Inland 6. C'est un glacier de très grande étendue qui se présente sur la forme d'une nappe de glace qui couvre ou bien qui recouvre la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Donc c'est une grande couche de glace qui recouvre une grande superficie de la surface terrestre. Sur la Terre, on met Terre en majuscule lorsqu'on parle de la planète. Donc sur la Terre, il n'en existe que deux très importants, c'est-à-dire deux calottes polaires qui existent actuellement. La première, c'est l'Inland 6 de l'Antarctique, c'est le plus étendu. Et deuxièmement, c'est l'Inland 6 du Groenland. Donc je répète, Inland 6, c'est juste un étendu de glace à l'intérieur du continent. C'est-à-dire pas dans la mer, mais sur la terre ferme, à l'intérieur du continent. Inland, dans la terre, 6 glaces, dans les glaces qui se trouvent sur la terre, pas en mer. Le terme Inland 6 est d'origine scandinave. La notion Inland 6 est suédoise et signifie latéralement glace de l'intérieur des terres, ou bien Inland 6, ou bien glace de l'arrière-pays. Donc, la calotte polaire, elle est connue aussi sous le nom de Inland 6. Inland, c'est à l'intérieur, si vous voulez. Inland, à l'intérieur. Et Is, c'est la glace. Donc, ce sont les glaces qui se trouvent à l'intérieur du pays. Je répète, une calotte polaire porte le nom aussi de Inland 6. C'est un glacier de très grande étendue qui se présente sur la forme d'une nappe de glace qui couvre ou bien qui recouvre la terre ferme et qui peut atteindre plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Donc c'est une grande couche de glace qui recouvre une grande superficie de la surface terrestre.
Sur la Terre, on mettait en majuscule lorsqu'on parle de la planète. Donc sur la Terre, il n'en existe que deux très importants, c'est-à-dire deux calottes polaires qui existent actuellement. La première, c'est l'île 6 de l'Antarctique, c'est le plus étendu. Et deuxièmement, c'est l'île 6 du Groenland. Donc je répète, l'île 6, c'est juste un étendu de glace à l'intérieur du continent. C'est-à-dire pas dans la mer, mais sur la terre ferme, à l'intérieur du continent. Inland, dans la terre, 6 glaces, dans les glaces qui se trouvent sur la terre, pas en mer. Le terme élan6 est d'origine scandinave. La notion élan6 est suédoise et signifie littéralement glace de l'intérieur des terres, ou bien élan6, ou bien glace de l'arrière-pays. Mais plusieurs morceaux flottants, c'est-à-dire qui flottent sur le de mer qu'on appelle des icebergs. Donc, un iceberg est un bloc de glace d'eau douce qui dérive sur la mer. De tels blocs, souvent de masse considérable. Donc, iceberg, c'est un grand bloc de glace et que cette glace est formée par le douce. Pourquoi le douce? Parce qu'on a dit tout à l'heure dans la circulation thermohaline que lorsque les eaux arrivent vers les températures très faibles, on va avoir formation de la glace et que le sel qui était dans l'eau va aller rejoindre, bien évidemment les eaux qui entourent le glacier. Donc, le glacier n'est formé que par de l'eau douce. Donc, on voit ici deux grands icebergs et en bas, on voit un grand iceberg qui est en train de se disloquer, se découper. Donc, et par la suite, ça va donner lieu à plusieurs masses de glace qui flottent sur l'eau. L'Antarctique et la deuxième calotte polaire, on a parlé tout à l'heure et on a dit ça s'appelle la calotte polaire de Groenland. Donc, pour la calotte polaire de l'Antarctique, elle est la plus grande et la plus épaisse. Cette calotte, elle couvre pratiquement tout le continent pôle sud, ou bien Antarctique. À son centre, la glace atteint une épaisseur de 4000 mètres. Les forages qui ont été faits à travers ces glaces par les soviétiques en 1988 ont montré que le premier de 1000 mètres avait mis 150 000 ans avant de s'accumuler. C'est-à-dire, tout simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'Antarctique, c'est-à-dire dans le pôle sud, c'est là où on a la plus grande, la plus importante calotte polaire, les 2000 mètres avaient mis 150 000 ans pour s'accumuler. Le dépôt, la sédimentation, si on veut, ou bien le dépôt des 2000 mètres a mis 150 000 ans pour s'accumuler. La deuxième calotte polaire la plus connue, c'est ce qu'on appelle la Groenland, qui est un peu plus mince, de 300 mètres, 3000 mètres au centre. Des forages qui sont complétés en 1992 par un consortium de pays européens ont montré qu'il a fallu 250 000 ans pour accumuler les 3000 mètres qu'on a trouvés dans le centre, bien évidemment, de Groenland. Donc vous voyez l'importance de ces glaciers une fois qu'ils fondent. Donc bien évidemment c'est la catastrophe. Catastrophe pourquoi? Parce qu'on va avoir un changement de la température, un changement global de la température, d'autant plus que le deuxième risque c'est que les pays limitrophes, les pays qui se trouvent pratiquement pas loin du niveau de la mer, donc une fonte de tous ces glaciers-là va augmenter le niveau de mer et par la suite on va donc disparaître. Parce que pour avoir une accumulation pareille de ces légers, il faut quand même un certain nombre d'années. Donc vous voyez, par exemple, à Groenland, juste pour accumuler les 3000 mètres. Donc les glaciers alpins résultent des glaciers de haute montagne, les Alpes,
les Jibal al-Alp. Donc, ils sont différentes des calottes polaires. Ces glaciers, ils prennent naissance dans les hautes montagnes où la calotte alpine forme une grande superficie de glace couvrant le sommet. Les zones de montagne situées entre 0° C en moyenne, l'eau s'accumule sous forme de neige qui se compacte en glace. Mais la glace ne peut pas accumuler indéfiniment puisque les zones d'accumulation ne sont pas confinées. La glace s'écoule et donne donc ce qu'on appelle une avalanche. Une avalanche, c'est quoi? C'est une avancée de glace dans une vallée. Donc c'est juste la glace qui s'avance et ça donne une avalanche. Et c'est vraiment très, très dangereux parce qu'il risque quand même de s'arrêter, mais il cache les gens qui étaient euh, derrière. Donc c'est ce qu'on appelle les avalanches. Donc cet écoulement, l'avalanche, cet écoulement est long de 180 mètres par an pour les grands glaciers des Alpes, 90 à 150 mètres par an pour les glaciers plus petits. Donc on voit ici une avalanche, donc c'est une avalanche qui avance. Bien sûr, c'est pas dans cette région, mais ça vient de loin, mais ça vient, ça s'accumule et ça donne bien évidemment une structure très importante. Maintenant, les moraines. C'est quoi les moraines? Les moraines aussi, c'est un dépôt de roches. C'est une sédimentation, ou bien un dépôt de roches, ou bien de débris rocheux, qui est érodé par un transport par un glacier ou par une nappe de glace. Donc, lorsque la glace se déplace, comme dans une avalanche, vous savez que la glace, c'est un grand bloc qui se déplace à la surface de la Terre. Donc, au moment de son déplacement, il va éroder, il va arracher, il va éroder plusieurs morceaux des roches sur lesquelles il circule. Donc, il les pousse avec lui, mais une fois que ce glacier qui se déplace arrive vers des zones de haute température, c'est-à-dire ayant une température supérieure à sa température, donc la glace va fondre et lorsqu'il fond, il va laisser les morceaux qui ont été arrachés et va donc former ce qu'on appelle un environnement, sédimentaire, bien évidemment, formé par un environnement sédimentaire formé par les dépôts arrachés lors du transport ou bien lors du mouvement des glaciers. Donc on voit ici, regardez, ce sont ces dépôts-là qui ont été arrachés, transportés et déposés bien évidemment par les glaciers. Donc c'est juste donc paysage d'un glacier, c'est-à-dire comment on voit le glacier ou bien comment on peut subdiviser un glacier type lorsqu'on va ou bien lorsqu'on a un glacier complet, comment on le subdivise. Donc dans le paysage glaciaire ou bien dans la zone de glace, dans les milieux glaciaires, on peut trouver différents paysages. Parmi ces paysages-là, on peut citer ce qu'on appelle donc une vallée en auge, c'est ce qui est indiqué à U. La crête, c'est ce qui est indiqué en C, en haut. Le V, c'est ce qu'on appelle le verrou glaciaire. Le CI, c'est ce qu'on appelle les cirques. Les épaulements, c'est-à-dire les glaciations antérieures, ou bien anciennes, c'est ce qu'on appelle l'épaulement. C'est ce qui est indiqué sur la figure par un E majuscule. Donc pour le cirque, ce qui est marqué CI, c'est une dépression semi-circulaire qui est généralement fermée par une contre-pente. Les montagnes sont sculptées et façonnées par les cirques, présentent des crêtes escarpées résultant de l'altération par le froid glacial ou bien par ce qu'on appelle le gel. Une autre définition, ce qu'on appelle les glaciers de cirque. Donc, les glaciers de cirque,
ou bien on les appelle aussi les glaciers suspendus. Donc, dans les montagnes, dans les sommets dépassant un peu, si vous voulez, la ligne des neiges courantes, des neiges permanentes, des glaciers se forment souvent dans les cercles. Le glacier est donc de dimension très réduite. Il ne comporte pas d'émission, c'est-à-dire il ne comporte pas de sortie. Donc, ce qui donne donc la voie pour les avalanches. Donc, la neige s'accumule par la suite, donc il commence à fondre dans la partie basale et donne donc ce qu'on appelle une avalanche. Pour le terme véroglaciaire, c'est ce qui est indiqué par un V majuscule. Donc c'est un terme de la géomorphologie. Ce terme-là, donc véroglaciaire, ce terme désigne la diminution de la largeur et l'élévation du plancher rocheux d'une vallée glaciaire. Donc, dans cette zone-là, c'est une zone qui est donc érodée, bien sûr, et qui présente cette structure-là qui est liée, bien évidemment, à l'érosion. Donc, ça, ce sont juste des termes qu'on peut trouver donc dans la région, ou bien dans un paysage glaciaire type. Donc, je répète, on a la vallée aux Noges, on a les crêtes, on a les verrous, on a les cirques et on a les épaulements, bien évidemment, qui sont donc les glaciations un peu. Ici, dans ce schéma-là, on voit donc, ça, c'est une figure schématique, c'est un schéma bien évidemment, dans lequel on voit les dépôts glaciaires. Donc, ces dépôts-là, on peut trouver différentes formes, différents termes. Donc, par exemple, si vous voyez, donc, au milieu, on a ce qu'on appelle les esquerres. Les esquerres, ce sont des collines serpentiformes représentant les dépôts des terreaux sous-glaciaires. Donc on a des courants d'eau sous la glace. Ces courants d'eau qui sont sous la glace, ils forment ces structures-là qu'on appelle les esquerres. Pour les cinders, donc vous voyez les cinders donc dans la partie basale, dans la partie aval si vous voulez. Les cinders sont les cônes d'éjection des Atlantis, c'est-à-dire c'est là où il y a, donc si on a de l'érosion et tout ça, c'est la région dans laquelle va s'accumuler cette érosion, c'est ce qu'on appelle les cônes d'éjection. Et par la suite, vous voyez en bas, donc on a ce qu'on a, vous avez les kittles. Les kittles, par définition, ils sont des formes en creux laissées par la fusion de la glace. C'est la trace d'un kilo de glace fondue et bien évidemment entouré par des alluvions fluvio-glaciaires, c'est-à-dire des alluvions formés par la glace et bien évidemment par des dépôts fluviatiques qui ont traversé la région glaciaire. Donc ici, c'est juste un schéma pour vous indiquer certaines appellations qui sont typiques et qui sont spécifiques donc à un bassin de type glaciaire ou bien un dépôt glaciaire en général. Donc j'espère bien que vous avez bien pu saisir ces définitions.